Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission, le bilan. Mon nom est Los Santos et là je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette émission. On a Amadou, Don Andrés et Loïc. Bonjour messieurs. Alors le premier thème, on a deux thèmes aujourd'hui. Alors, le premier thème, Neymar lâche une bombe. Je veux rejouer avec Messi la saison prochaine. Et le deuxième thème, Bresswell, Benedetto, Morata, Keylor Navas, Son Heung-min, la liste est longue. Sont-ils des joueurs sur-cotés? Nous allons sous-côté. Sous-côté. Côté. Ah, sur le côté. Peut-être il veut dire sur le côté, il joue sur le côté. Ah, peut-être. Alors, nous allons débattre sur ces sujets-là. Alors, les spécialistes, on va commencer. Neymar a lâché une petite bombe après la rencontre face à Manchester United. L'attaquant du PSG avoue son envie de rejouer avec Lionel Messi. Est-ce que tout est mis en place pour accueillir la Pulga à Paris? Serait cela une bonne idée? On va commencer avec toi, Don Andrés. En fait, j'ai envie de dire que ce sont souvent un petit peu… c'est un sujet qui est déjà revenu à maintes reprises. Par où démarrer? Ce qui convient de dire déjà, c'est vrai que les deux réunis ont montré de très belles choses au Barça, avec le fabuleux triplé de la saison 2014-2015, avec deux joueurs qui étaient peut-être à ce moment-là l'apogée de quelque part de leur carrière en 2015. Après, il faut poser plusieurs questions déjà. Est-ce que c'est un effet d'annonce? Certainement. Est-ce que ça permet un petit peu de vendre un petit peu un peu de journaux ou de faire les grands titres? C'est sûr aussi également. Je sais que les joueurs, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre et lire, bon, je les connais pas personnellement, mais il semblerait que les deux joueurs aient de grandes affinités. Évidemment, on l'a pu le voir sur le terrain, mais en dehors. C'est sûr que c'est très, comment dirais-je, attractif, un tel duo, parce que on parle de très grands joueurs. Maintenant, la faisabilité de ce duo-là, de ce binôme qui pourrait être constitué, pour moi, est quasiment nulle. Dans la mesure où surtout Messi, le fait de prendre Messi, ça nécessiterait pour le club qui l'accueillerait de se séparer d'une dizaine de joueurs. Enfin, c'est une opération financière gigantesque. Messi est un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Il y a pas, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais il est libre l'année prochaine. Il est libre. Il est libre, oui. Mais après, le prendre à 34 ans… faut voir. Après, c'est toujours pareil. Tu mets Messi avec qui? Messi, maintenant, clairement, il ne défend quasiment plus. Bon, après, le peu de fois, à chaque fois qu'il a le ballon, il arrive quand même à être percutant et à être décisif. Mais c'est quand même… moi, je suis toujours d'avis de commencer à travailler au moins à bosser sur du moyen et long terme. Tout du moins sur du moyen terme. C'est-à-dire prendre des joueurs que l'on pourrait conserver pour 2, 3, 4 ans, à l'image de ce qui avait été fait tout de même avec Neymar et Mbappé, qui ont signé, je le rappelle, 5 ans et qui sont en fin de contrat la saison prochaine. La priorité étant, d'ailleurs, avant de parler de Messi, de faire en sorte que les deux attaquants, que ce soit Neymar et Mbappé, puissent, comment dirais-je, poursuivre leur aventure au PSG et qu'ils ne partent quasiment pas libres ou pour un chèque de 100 millions d'euros après avoir fait un tel investissement, ce serait quand même assez fâcheux. Donc voilà, après, moi l'idée en soi, pourquoi pas. Maintenant, refaire un petit peu ce qui a marché il y a quelques années, il faut voir dans quelles conditions, dans un autre championnat, et puis surtout la faisabilité, de cette reconstitution, je n'y crois que très peu. Ça demande vraiment un trésor
d'un effort considérable. Mais ce qui laisse espérer, c'est qu'il y a deux choses. Alors, il semblerait que le père Riolo, il est peut-être mieux informé que moi sur le sujet, ait dit que c'était extrêmement crédible. Et d'autre part, il n'y a que 2 clubs au monde aujourd'hui sur la planète foot qui peuvent espérer avoir l'ami Messi. Et ces 2 clubs, on les connaît, c'est évidemment le City de Guardiola et le PSG, le Paris Saint-Germain. Donc après, à vous de voir. Moi, je suis partagé maintenant. C'est plus un effet d'annonce. Et puis, encore une fois, des fois dans le football, faut voir. Messi est encore compétitif. Maintenant, il faut toujours, comment dirais-je, pour finir, intégrer ce binôme dans ce qu'on appelle un 11 de départ, dans un club, dans un groupe, et voir si c'est vraiment envisageable et si tout le monde va vouloir un petit peu, plus ou moins défendre pour eux, quoi. Voilà comment je pourrais répondre à ce fameux Messi, Neymar et la volonté clairement affichée de Neymar de rejouer avec Messi. Et toi, Amadou? Je rejoins ce que dit Don Andrés. C'est vrai qu'il faut réfléchir si c'est du moyen terme ou du long terme. Parce que le problème de Paris, c'est qu'en fait, on casse la tirelire pour des individualités, mais collectivement, c'est un club qui ne progresse pas, en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fait ça pour Ibrahimovic. Bon, il y a quand même eu des résultats, mais en Ligue des Champions, on les attend toujours en Ligue des Champions. Parce que voilà, les grosses équipes, ils avaient, à l'époque, quand ils jouaient ensemble, Messi et Neymar, il y avait quand même un collectif, il y avait quand même un milieu de terrain, voilà, c'était quand même une des meilleures équipes de la planète foot. Là, aujourd'hui, si Messi vient au PSG, il y aura Neymar, Mbappé, les autres joueurs qui sont autour, c'est pas du tout du même calibre que le milieu de terrain qu'a connu le Barça. Après, il y aura toujours ces problèmes d'individualité, il y aura ces problèmes de passe droit, etc. Parce que il y a les points forts de Messi, mais il y a aussi le côté négatif aussi dans le vestiaire aussi, parce que faut savoir que Messi il a appuyé le beau temps à Barcelone. Donc, s'il vient au PSG, je pense que voilà, il va faire un peu ce qu'il veut avec Neymar aussi. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Et pour toi, Surtout, il faudrait sûrement laisser Mbappé partir pour attirer, bien sûr, pour avoir Messi et surtout pour ce qui est salaire et tout ce qui vient avec. Mais maintenant, là, en ce moment, est-ce que c'est bon maintenant entre Messi et Mbappé? Il faudra peut-être sûrement faire un choix. Maintenant, pour le PSG, qui préfère-t-on avoir? Donc, Messi ou Mbappé? Donc, c'est ça surtout la question. En même temps, qui rentre n'empêche de jouer à 3. Il jouait quand même avec, à Barcelone, il jouait quand même avec Suarez, Messi et il y avait qui déjà Messi, Suarez et Neymar. Donc, ils peuvent très très bien jouer à 3. En même temps, on parle de Mbappé, mais on en reviendra après. Il faudrait qu'on parle de Di Maria, hein, parce que voilà. Non, mais bien sûr. D'après ce que Don Andrés il a dit, d'après ce que j'ai compris de ce que Don Andrés il a dit, genre si Messi il vient, ça serait un problème financièrement à cause des salaires. Donc il faudra sûrement qu'on laisse partir Mbappé par exemple. Je pense, oui. Je pense. Ouais, donc voilà, maintenant, c'est ça qu'il faudra faire le choix. Donc, entre garder Mbappé ou le laisser partir. Parce que lui, bon, d'après ce que j'ai lu, lui, il préférerait même partir pour le Real Madrid ou voilà quoi. Donc, maintenant, il faudra faire un choix. Donc, soit le garder ou soit le laisser partir et puis avoir Messi. Ouais, après, je pense que tout ça, c'est vraiment assez… c'est assez quand même confus, c'est pas extrêmement préparé, je sais pas, c'est pas une politique sportive intelligente et Dieu sait, encore une fois, on n'a pas besoin de dire, on est tous d'accord pour dire que c'est un immense joueur Messi, hein, c'est pas moi qui vais critiquer Messi, mais est-ce que c'est vraiment… et en effet, j'avais complètement oublié,
On sait qu'a priori, ils ont des relations, ils sont plutôt proches les deux. Mais il faut parler du cas, pour moi, qui est un joueur de classe internationale, évidemment, depuis de nombreuses saisons, du cas Di Maria, qui est proche de Messi d'ailleurs. De toute façon, si jamais Messi devait venir, il faudrait qu'il y en ait, que ce soit Di Maria ou Mbappé, qui sautent, hein, tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et c'est compliqué, je ne sais pas. En termes de cohésion de groupe, il faut voir. Après, c'est vrai qu'il y a une touche, il y a une fibre sud-américaine prononcée au PSG, Argentine. Mais je pense qu'il faut mieux commencer à comment dirais-je, essayer de construire une équipe pour entamer un début de nouveau cycle, hein, tout simplement. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je n'en suis pas certain, c'est toujours délicat. Voilà. Parce que aussi, avec le jeu du PSG, et puis bon, on a pu le voir, je pense, avec le match contre Manchester, c'est en fait, ce qui tue beaucoup, c'est les individualités, des fois. Mais quand ils ont par exemple, 10 minutes, ou il y a 10 minutes dans le jeu où ils jouent avec un certain collectif, on voit qu'il y a beaucoup de potentiel, en fait. Ils peuvent le faire. Mais aussi, le problème, c'est que ça dépend surtout de, par exemple, Neymar. Ou, je dirais plus Neymar, parce que quand Neymar il commence à dribbler, tu vas voir, après, Mbappé commence à dribbler. Mais si tu as tout à Neymar fait raison. il passe, après, tu vois, Mbappé, il passe. Ouais, vas-y. Après, excuse-moi, Madou, vas-y. Je t'en prie. Ouais, je disais concernant moi, ce qui est quelque peu agaçant aussi, c'est que moi, Dieu sait si évidemment Neymar est un immense joueur, un joueur brillant, doué, pareil là-dessus, qui a prouvé aussi à l'époque dans les très grands rendez-vous. Mais parfois, il a un aspect qui peut être exaspérant, quelque peu agaçant. C'est dans son comportement, et il faut toujours veiller. Moi, je pars du principe, même quand on est le PSG ou quel que soit le grand club d'ailleurs, hein, par ailleurs, mais qu'il n'y ait pas un joueur. Encore une fois, et on le voit même dans le cas de Messi, qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du Barça, il ne faut surtout pas qu'un joueur prenne l'intégralité du contrôle du club, soit plus important que le club et que ce qu'on appelle la fameuse expression l'institution, qui réclame certains renforts, que le club qui soit conscient que l'effectif est en baisse, certes, mais après, il faut pas non plus que ce soit certains joueurs qui décident. Même si, encore une fois, quand tu crées un groupe, c'est important aussi la notion d'affinité. Mais comment va s'intégrer Messi dans le championnat de France? Et attention à ne pas faire en sorte que le rôle de Neymar, qui n'est pas toujours irréprochable en matière d'extra-football, en matière de comportement, de ce qu'il dégage en général, je pense que c'est pas le bon moment. Après, il l'a dit, ça a été sorti, je crois, à l'issue de la rencontre contre Manchester, hein, qui a été vraiment là où d'ailleurs Neymar a été un des joueurs les plus décisifs. Donc c'est peut-être pour ça. Mais je ne suis pas convaincu du timing. Et encore une fois, il faut faire attention, il faut reprendre le contrôle sur le cours des choses, quoi. Voilà. Mais qui sera le patron? Patron, c'est difficile. Pour moi, le véritable patron de ce club, et depuis déjà un petit moment, hein, pour moi, le patron de ce club, c'est Marquinhos. C'est Marquinhos. On parle d'un des 2 meilleurs centraux au monde, on parle d'un des 5 meilleurs latéraux droits du monde, un mec qui est extrêmement régulier, qui ne s'est jamais loupé sur un grand match, qui est complet, qui sait tout faire, qui a un état d'esprit exceptionnel. Moi, c'est un joueur qui me fait rêver, je le dis clairement. Et on en parlait il y a quelques semaines du manque de leadership, de d'ondes positives qui sont un petit peu dégagées par les centraux aujourd'hui. Marquinhos, c'est une exception, et c'est un joueur. Pour moi, c'est vraiment le joueur mythique et qui convient absolument de garder. D'ailleurs, il a été prolongé jusqu'en 2024. Pour moi, le leader, c'est Marquinhos. Tant dans sa communication que sur le terrain, ses performances. Pour moi, c'est lui le leader. Après, il doit y avoir plusieurs leaders dans un groupe. Hein. C'est pas. Non, mais quand il veut dire il veut dire patron, je pense qu'il veut dire en fait qui sera par exemple, un exemple. La star. Voilà, la star, quoi. Quand il y avait Cavani, il y avait l'incident Cavani-Neymar pour le penalty, là. Neymar, lui, voulait faire non, c'est moi le leader, le patron. Il semblerait que Neymar, on l'a vu quand il était au Barça, et d'ailleurs il était peut-être plus fort et plus complet et constant au Barça qu'au PSG,
qui se soit un petit peu mis en retrait par rapport à Messi. C'est-à-dire que son ego de grand joueur était quelque peu réduit du fait de la présence de Messi, et qu'il l'ait parfaitement accepté. Puisqu'on le voit, à chaque fois qu'il en parle, il lui distribue les plus grands éloges. Donc je pense que ça ne se poserait pas. Je ne vois pas Neymar empêcher Messi de tirer un penalty, par exemple. Oui, mais ça, Don Andrés, ça c'est quand Messi aussi était presque dans son summum, si je peux dire ça comme ça. Mais quand le Messi qu'on aura au PSG, ça ne serait pas le Messi de 2012, de 2013. Non, Ça serait peut-être un Messi en plus en déclin, tu vois. Donc, Messi, est-ce que. Et puis Neymar, il est en déclin. Ballon d'Or. C'est quand même difficile, hein, parce que Messi, il est toujours performant. Hein. Franchement, c'est juste que. Certes, il défend un peu moins, mais offensivement, il est toujours aussi exceptionnel. Après, c'est juste que la différence, c'est que Messi, quand il évoluait, on va dire, quand il était, entre guillemets, ce que tu considères quand il était au top, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même, parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire, il y avait Iniesta avec ça. Aujourd'hui, Messi, c'est celui c'est l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui au Barça. Et voilà, et après, il y a des joueurs au Barça qui n'évoluent pas à leur meilleur niveau. Il y a des problèmes d'entente aussi. Donc voilà, après, il y a quand même clairement, pour revenir à ce qu'on disait, clairement, pour tous là, est-ce que vous pensez que, alors ce sont des questions fermées, hein, est-ce que c'est une bonne chose qu'il puisse venir au PSG? Et enfin, pensez-vous, par la même occasion, que ce soit vraiment réalisable? C'est tout. C'est ça la question. Est-ce que c'est réalisable? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, ça dépend ce que PSG veut faire. Parce que Paris, ils sont toujours dans le fait de faire venir une individualité, mais pas pour créer un collectif. C'est ça le problème. On est d'accord. On fait venir Neymar. Et en fait, voilà. Et en fait, le fait de venir, comment ça s'appelle, de faire venir Messi, on va dire, ah voilà, Messi il est arrivé. On passe le ballon à Messi, il fait le travail. Mais il faut qu'il y ait un collectif aussi derrière ça. Surtout qu'il y a des postes qui convient absolument depuis de nombreuses saisons de renforcer. Hein. Exactement. Un top central pour jouer ou avec Marquinhos, il y a des postes qui sont quand même, on le voit, un latéral droit peut-être, certainement, trouver un milieu qui puisse jouer à Verratti quand il n'est pas blessé de top niveau, puisqu'il ne compte pas sur Draxler, je ne vois pas Di Maria rebasculer dans l'entrejeu. Donc il y a des postes qui convient de pourvoir là, hein, qu'il faut faire. Donc, est-ce que c'est la priorité? Je n'en suis pas certain, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Pour moi, je crois que ça aurait une bonne idée de ramener Messi au PSG parce que je vois que là, Neymar, parce que Neymar, lui, c'est pas trop un leader, quoi. Alors, Messi, il va peut-être changer son jeu, quoi. Parce que quand Neymar il était à Barcelone, tu le voyais qu'il driblait, mais il cherchait aussi Messi, quoi, pour faire les passes, tout ça. Mais là, il n'y a pas trop de gens pour faire des passes, quoi. Tu passes à Mbappé. Mbappé, il essaie de dribbler, tout ça. Alors, il ralentit le jeu. Mais je crois s'il y a Messi là, je crois qu'il y aurait plus d'action, moins de dribble, plus de passes, tout ça, quoi. Après, le problème, c'est que après, il y a toujours le contre-exemple. Mais lui, sur le plan athlétique, il est phénoménal. Il y a le fameux contre-exemple de Cristiano Ronaldo, mais il faut savoir que Messi, s'il devait aller au PSG, il fêterait alors tout juste ses 34 ans. C'est pas anodin, tu vois. C'est quand même c'est compliqué à un moment donné, hein. Surtout à ce poste-là très exposé. Alors il te marquerait des coups francs, c'est sûr. Je pense qu'il te ferait des buts et des passes D en Ligue 1, mais je suis toujours moi il faudrait à un moment donné ce qu'avait d'ailleurs fait Leonardo lors de son premier passage, contrairement à son deuxième passage qui est quand même très décevant. Il avait pris des joueurs. Regarde, à l'époque où il prend le grand Edinson Cavani, il le prend à quel âge? Il avait quel âge? 26 ans. Marquinhos, il l'a pris à 20 piges. Enfin, c'est exceptionnel, quoi, ce qu'il a. Verratti à 19-20 ans, tu vois. Thiago Silva était il avait quel âge? 28 ans pour un central. Tu vois, c'est pas rien. Donc prendre des. Et puis, il y a un moment donné, je pense qu'il faut vraiment, vraiment construire comme disait Amadou, un collectif solide. Et ça n'enlèvera pas le fait, évidemment, que Messi est un des plus grands joueurs de l'histoire, qui fait rêver, qui sait tout faire. Je ne connais pas beaucoup d'individus qui pensent que Messi n'est pas un immense joueur, ça c'est sûr. Donc, pour toi, Don Andrés,
Et Oui. Amadou, et pour vous, et pour Los Santos, pour vous, comme vous dites, bon, c'est sûrement bon, l'âge et puis tout ça, on essaye de voir en long terme. Bah, comme disait le philosophe Laurent Blanc, c'est pas la première des priorités, quoi. Voilà. Ouais, C'est-à-dire non, mais je pense quand que les Qataris, ils veulent gagner surtout la Ligue des Champions avant ouais. la Coupe du Monde au Qatar. Donc, toi, tu Encore une penses que, fois, là, on est dans tu penses la que, même erreur. tu penses En que fait, on pense que Messi va régler tous les problèmes. là, tu C'est penses ça, qu'on en va fait. préférer qu'ils aillent pour quelqu'un comme Immobilier, quoi, que prendre Mais Messi. non, même pas immobilier. C'est-à-dire qu'au cœur du jeu, malheureusement, Verratti est souvent blessé. Il ne compte plus sur Draxler et Di Maria n'est plus au cœur, n'est plus dans l'entrejeu. Il n'y a pas un deuxième ou un troisième top milieu de terrain comme il pouvait y avoir à l'époque de Matuidi, évidemment, de Thiago Motta, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, il joue avec des joueurs au milieu de terrain pour les matchs de très très haut niveau, avec Paredes, avec Herrera Herrera qui est un très bon soldat, rien à dire, mais Gay, n'en parlons même pas, c'est un joueur pour jouer maximum à West Bromwich, tu vois. Donc c'est surtout il y a des postes qui sont bien plus urgents que le poste de Messi, tu vois. Mais bien sûr, en plus de ça, le PSG, il faut savoir qu'offensivement, ils ont toujours été armés. Donc, franchement, honnêtement, le problème du PSG, il n'est pas offensif. Parce que même sans Messi, Mbappé, Di Maria et Draxler, tout, ça peut faire mal à n'importe quelle équipe. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à la perte du ballon, ils se font transpercer à chaque fois. Et au milieu de terrain, en termes de Et puis, position de balle, ils n'ont pas la même et maîtrise. puis comme tu disais, Amadou, mais Messi, c'est l'arbre qui cache la forêt. On le voit qu'il est dans la pire équipe de l'histoire du Barça, certainement, une équipe catastrophique, que je pense même pour moi encore plus faible que celle du PSG. Et on voit que tout Ouais. Messi qu'il est, le Barça est septième, le Barça pêche en Ligue des Champions. Il peut pas tout faire. Et moi, je crois pas qu'il y ait un seul élément ou deux éléments qui arrivent à porter. Alors évidemment, ils contribuent à prendre la pression sur leurs épaules, à faire des différences, mais tout Messi qu'il est, il ne pourra jamais combler les trous, les failles ou les défauts de l'effectif du PSG. Ouais, et en même temps aussi, pour ajouter ce que tu dis, c'est que Messi a été performant avec le Barça, c'était l'art qui cachait la forêt. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le fameux 4-0 que le PSG a mis, moi je référence avant qu'il prenne le Tout à fait. 6-1. Le PSG Tout à fait. aurait dû passer 10 fois contre ce Barça-là. Bien D'ailleurs, ils ont sûr. pris 3 remontadas, ils ont pris un 3-0 propre contre la Juventus. Oui. D'ailleurs, ils ont pris un 4-0 contre la Roma, alors que la Roma, c'est pas non plus 4-1, 4-1, 4-1 contre la Roma, 3-0. Et 4-0 contre derrière, Liverpool. ils ont pris un 3 ou 0, je ne sais plus combien 4-0 contre Liverpool. 4-0 Liverpool. 4-0, voilà. Ils ont pris un 4-0 alors que Messi avait fait un match exceptionnel avant. Donc ce qui fait que, Complètement. en fait, là, le fait de faire venir Messi au PSG, ça ne remplacera pas les milieux de terrain et les défenseurs qui sont actuellement au voilà. PSG. Il n'y a pas de collectif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà. Donc en plus de ça, Et le en plus, PSG a fait quand même beaucoup il convient d'erreurs. d'ajouter, Amadou, que le Barça, comme le PSG, est un des plus grands gardiens au monde. Hein. Donc ils ont Messi, ils ont Ter Stegen, Voilà. qui est un des meilleurs gardiens au monde. Et malgré tout, ils Voilà. se prennent des fessées incroyables. Donc Bah, ils peuvent pas c'est tout qu'il y faire. a un problème. Faire, hein. Bon, on va aller sur le deuxième thème. La liste des joueurs sous-cotés. Braithwaite, Benedetto, Morata, Cléor Navas, Song Yong-min. Et si la deuxième liste, la liste des joueurs surcotés. Mbappé, Anthony Martial, Paulo Dybala, Paul Pogba, Dele Alli. Alors, je précise que ces deux listes-là ne sont pas exhaustives. Hein. Elles sont pas, chacun peut. Parce que voilà, on peut en discuter. Hein. Voilà. C'est pas, des Bien sûr. Dybala n'est pas forcément pour moi dans les joueurs surcotés. Mais en tout Moi, cas, c'est une liste qui n'est pas exhaustive et il y aura des noms éventuellement à rajouter. Et vous me direz si exactement. vous êtes d'accord. Voilà. Mais Voilà. on explique un peu le principe. Comment on en arrive aujourd'hui à avoir autant de joueurs surcotés et quels sont les autres éléments qui expliquent qu'il peut y avoir des joueurs surcotés et d'autres qui sont au contraire sous-cotés. Voilà. Amadou. Alors, déjà, on peut parler du PSG, déjà. Donc, Marquinhos, c'est un joueur sous-coté. Donc, comme Don Andrés l'a dit, c'est un des meilleurs joueurs enfin, à son poste. En Europe, il est polyvalent, il peut jouer ici, il peut jouer derrière, il peut jouer à droite. Voilà. Thiago Silva aussi, c'est quand même un joueur qui a été beaucoup critiqué, mais c'est quand même sous-côté Thiago Silva. Di Maria, c'est sous-côté. On parle beaucoup de Mbappé et de Neymar. Mais voilà, non seulement je dirais que Di Maria est sous-côté, mais c'est un joueur qui est sous-exploité.
Et pareil, Draxler, pour moi, c'est pas un mauvais joueur, c'est juste un joueur qui est, voilà, qui dans un contexte, dans un autre contexte sera bien meilleur que dans le contexte actuel. Après, dans les autres joueurs, moi j'avais cité Olivier Giroud, c'est un joueur qui est sous-coté, c'est un joueur qui est beaucoup critiqué, Clairement. alors que ses stats parlent de lui-même, voilà. Il est performant, donc voilà, mettre un quadruplé en Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Olivier Giroud en Coupe d'Europe, quand Chelsea gagne la Coupe L'Europa League. d'Europe, l'Europa League, excusez-moi. Giroud est un joueur très important et surtout, il ne joue pas tous les matchs. Il ne joue pas 90 minutes. Donc, avec aussi peu de temps de jeu, être aussi performant, c'est quand même exceptionnel, il faut le dire. Griezmann aussi, je peux dire que c'est un joueur qui est sous-coté parce que voilà, dès lors que voilà, c'est quand même pour moi, Griezmann, c'est le meilleur joueur français actuellement, avec Benzema peut-être. Mbappé, voilà, je fais un mélange. Surcoté, Mbappé. C'est un très bon joueur, certes, mais c'est un joueur qui ne progresse pas. Il suffit de voir le match qu'il a fait contre Manchester. Bon, je vais peut-être exagérer. Hein. Il fait un match catastrophique pour moi contre Manchester. Il doit normalement finir avec un doublé de passes décisives. Donc, le match que Mbappé fait contre Manchester, il a fait plusieurs matchs comme ça avec le PSG depuis plusieurs années. Après, je peux citer Mertens aussi, qui est un joueur exceptionnel qui est sous-côté. Voilà. Varane, surcoté aussi. Kipembe, surcoté. Van Dijk, surcoté aussi. Voilà. Ah là là. Ah non, mais moi, je dis très clairement. Après, qu'est-ce que je pouvais sortir aussi J'ai fait une liste comme joueur sous-côté, tu l'as dit, c'est toi qui. Son, voilà. Son de Tottenham. Comme tu as parlé d'un Belge, Ferreira, Carrasco, c'est sous-côté. Voilà, des joueurs. Meunier, c'est sous-côté. On l'a laissé partir. C'était une erreur de laisser partir Meunier. Meunier, c'est sous-côté. Benedetto, c'est sous-côté. Parce que Benedetto, il est arrivé, il avait quand même des stats intéressantes en Argentine. Il arrive à Marseille, il est performant. En plus de ça, pour Roca, je pense que c'est un joueur qui est sous-côté, parce que c'est un joueur qui a été beaucoup critiqué. C'est un joueur j'ai l'impression qu'il n'a jamais été physiquement au top. Et malgré ça, il est quand même intéressant. Donc franchement, mettre un Benedetto dans un club comme le PSG, voilà. Icardi, surcoté aussi. Donc en fait, lorsque Icardi il est venu, on l'a installé en numéro 9, on a mis Cavani à la cave. Voilà. Moi, j'avais même oublié que Icardi était argentin. Parce que voilà, dans l'histoire des attaquants argentins, on avait quand même eu du Hernan Crespo quand même. Donc voilà, quand on voit que l'Argentine est capable de nous fournir des joueurs comme Hernan Crespo, Claudio Lopez, Baptista et autres, Icardi, honnêtement, il n'a rien d'argentin, hein, honnêtement. Donc voilà, un exemple, hein, juste après, tu pourras passer aux autres. Kipembe, c'est surcoté. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un gros match contre Messi, etc. Et il a signé un CDI. Donc en fait, pourquoi les joueurs sont sur côté, c'est qu'en fait, ils font un très gros match lors d'un très gros rendez-vous. On fait des articles, des pages et des pages. Et après, derrière ça, voilà, on pense que voilà, le joueur est plus fort qu'il n'est. Voilà le cas de Kipembe, par exemple. Mais la finale de la Ligue des Champions, il a bien joué durant le final. Le final 8. Être bon, ça ne veut pas dire que tu es on va dire, un des meilleurs défenseurs d'Europe non plus. Hein. Donc moi, je parle de voilà. Après, il y a quand même une exigence. On parle de voilà. Donc être un bon défenseur et être un grand défenseur, c'est pas la même chose. En fait, voilà. Non, mais lui, il fait le taf, quoi. Tu vois. Faire le taf, c'est pas fait son taf. C'est pas suffisant. Marquinhos, il fait pas seulement le taf. Marquinhos, c'est un leadership. Pied droit, pied gauche, voilà. C'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui est présent dans tous les rendez-vous. Voilà, oui, mais ils peuvent pas tous être comme ça. Les 4 défenseurs en arrière, ils peuvent pas tous être comme ça. Sinon, après, pour répondre, pour répondre à ce sujet-là, là, pour intervenir sur la question la problématique posée par les joueurs surcotés et donc son corollaire, les joueurs sous-cotés, c'est qu'il faut, pour moi, c'est pas anodin. Alors, parenthèse rapidement ouverte concernant le cas Kipembe, en effet, je te confirme, et je l'avais dit, moi, parce que je suis un des détracteurs depuis de nombreuses saisons de Kipembe. Kipembe a un immense salaire, il est international français. Donc, pour moi, il est logique,
qu'on soit en droit d'être exigeant vis-à-vis de lui. Après qu'il ait fait un bon final eight, c'est une réalité. De la même manière que Thiago Silva aussi a été très bon. Il a été bon, il n'y a pas à dire. Après, moi, je vois sur l'ensemble des matchs qu'il a pu disputer depuis ce fameux match qui lui permet sur lequel il a tablé pour miser pour faire sa carrière, hein, le match contre le Barça au match aller en 2017, le 4-0. Donc ça suffit pas. Moi, les très grands joueurs, les joueurs qui ont un tel traitement, un tel salaire, une telle comment dirais-je, une telle importance à qui on donne un statut international comme ça. Pour moi, il y a le critère aussi de la constance et de la régularité. Évidemment qu'on ne peut pas être toujours bon 38 matchs sur 38, mais je vois quand même qu'il y a toujours des erreurs manifestes, grossières. On le voit contre Bordeaux il y a une semaine. Il fait un contrôle si vous avez regardé le match, le PSG Bordeaux, le 2-2 au Parc. C'est un exploit de Rico et puis il y a un petit peu de maladresse de Préville. Quand il fait son contrôle, ça passe poitrine et qu'il est intercepté par un Bordelais alors qu'il n'y avait pas de danger immédiat. C'est toutes ces choses-là qui caractérisent Kimpembe. Ensuite, pour parler de la question des joueurs donc sous-cotés et sur-cotés, pour moi, c'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que quand on aborde ce sujet-là, ça veut dire qu'on peut se rendre compte, on peut constater, tout du moins chez les connaisseurs du foot ou les aficionados du foot, que c'est un problème qui est de plus en plus fréquent. Et donc, plus il y a de joueurs sous-cotés, et surtout davantage de joueurs sur-cotés, eh ben, ça a une incidence sur le niveau d'ensemble du football. C'est-à-dire que quand on fait passer tel joueur pour le successeur de Zidane ou le successeur de Vieira, et qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très loin de ces joueurs-là, et le niveau de la compétition, le niveau de jeu, s'en ressent forcément. Après, le problème, c'est qu'on on est à l'ère du trading, de la spéculation, plus que jamais, du marketing. Et aujourd'hui, ce qui fait un joueur aujourd'hui, c'est quoi ? C'est évidemment la communication, la posture, avoir un petit peu un soutien médiatique, des proches parmi la classe médiatique, des dirigeants, avoir un agent puissant, savoir communiquer à bon escient, faire du buzz. Il y a tout un tas d'éléments et de dispositifs qui permettent des fois de masquer un tant soit peu qu'on n'est peut-être pas l'immense joueur qu'on prétend être. Mais une chose est sûre, une fois qu'on a établi ça, le football, c'est ça qui est génial, c'est que c'est le sport, et c'est ça qui le rend passionnant, c'est que tu auras beau forcer, gonfler, glorifier un joueur, tôt ou tard, il y aura la vérité du terrain qui va intervenir. C'est-à-dire que tu auras beau le protéger, il va te faire des boulettes, 2, 3, dizaines de boulettes, il va être moyen, il va faire un bon match de temps en temps. Mais à un moment donné, on va s'interroger, on va dire réellement, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Et ça, il y a un sujet, il y a un joueur exemplaire de ce point de vue-là, du joueur surcoté, c'est Eden Hazard, qui va fêter ses 30 ans dans un mois. Ça fait 15 ans qu'il est au niveau, et on se rend compte, il est parti au Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, il a été acheté 100 millions d'euros, il fait partie des 5-6 joueurs les mieux payés au monde, et on se rend compte en fait que ce n'est pas un top joueur, que c'est Mais c'est les bon joueur. blessures, les blessés. Non, je t'arrête tout de suite. Pour finir, quand il marque sur le penalty récemment contre l'Inter, il marque sur le penalty, et c'est même pas moi qui sors cette stat, pardon. Il n'avait pas marqué depuis 3 ans. Mais tu m'as entendu. 3 ans, Lolo. Donc c'est pas, tu ne peux pas me dire, ne parle pas des blessures. J'arrive à faire la page, à faire le tri, et quand on parle de joueurs surcotés, sous-cotés par rapport au cas des blessures. Verratti, par exemple, puisqu'on parle d'un joueur que j'adore, moi qui me fait rêver en tant que joueur, qui est unique dans sa manière de jouer. J'adore ce joueur. Pour moi, il a répondu présent dans des gros matchs, il a du talent pur, mais il se gâche parce qu'il a un extra sportif qui est discutable, et il est de plus en plus souvent blessé. Et ça, mais par contre, au terme de talent pur, il fait des choses que d'autres joueurs au milieu ne peuvent pas faire ou ne font pas. Il y a une part, il y a un côté unique chez lui. Maintenant, c'est pas un joueur sous-coté pour autant, parce que on voit qu'il a du talent et quand il joue, il est performant. Mais est-ce qu'il est fiable sur plus les années passent, moins dès lors que tu n'es pas sérieux, et ton corps étant ton outil de travail, tu payes cher. Mais quand le côté surcoté, sous-coté, tous les joueurs peuvent être des fois soumis à l'aléa de la blessure, ça ne rentre pas en ligne de compte. D'accord ? Asensio s'est fait les croisés. Bon, il commence à revenir. C'est un joueur, pour moi, c'était beaucoup plus fort que Mbappé, dont tout le monde parle. Après, il y a le facteur blessure, des fois l'aléa. Des fois aussi, c'est lié aussi en partie à l'hygiène de vie qui est discutable. Mais c'est un problème aujourd'hui. Quand on compare Paul Pogba, qui a acheté 120 millions d'euros, je rappelle, il y a 4 ans,
et que l'on compare à son prédécesseur Patrick Vieira, je trouve que le problème, c'est que d'une part, on sait faire injure à Vieira, c'est pas prendre suffisamment de recul et on montre par là même, quand on le compare à ce joueur-là, qu'on ne connaît pas suffisamment le football et qu'on n'a pas assez de hauteur sur les choses. Et ça contribue encore une fois à faire baisser le niveau du football, ce sport qu'on aime tant. Moi, je suis désolé. Pour en venir, alors, je vous dis par rapport à ça, parce que c'est quand tu parles de Pogba aussi, ce qui contribue aussi au fait que Pogba soit surcoté, c'est que Vieira lui-même avait dit Pogba est meilleur que moi techniquement, physiquement et tout. Donc, ce qui fait que les gens ont repris ça, et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc aussi, ça fait partie aussi de la communication aussi. Donc, ça aussi, je pense que tu peux le rajouter. C'est ça, on voit la toute puissance de la communication, de la médiatisation, du marketing. Et c'est vrai que tu as tout à fait raison de rappeler ça, il avait dit ça Vieira, mais comme je l'ai dit à l'époque, quand on avait parlé du cas Varane ou d'autres cas dans un match, pour juger un joueur, il n'y a pas que l'aspect technique, même si c'est ce qui nous fait rêver. C'est la constance, c'est la capacité à récupérer des ballons, c'est le match offensif, le match défensif. C'est la capacité à faire ça aussi dans les gros matchs. C'est pas le côté technique, spectaculaire, la coupe de cheveux. Bon, les spécialistes, merci. C'est la fin Merci à toi. de l'émission. Et merci à vous. Et les gens qui nous regardent aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce, partager. Mais merci à vous les spécialistes et à la prochaine émission, quoi.